président de la République Alassane Ouattara plaide pour une place pour l'Afrique parmi les membres du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. C'était à Paris, à la tribune de l'Académie d'Outre-mer. Aujourd'hui s'est tenu le premier séminaire de la profession pharmaceutique. L'Ordre des pharmaciens de Côte d'Ivoire pour une nouvelle relance du secteur. Et puis, en économie, les acteurs du ministère d'État, du plan et du développement sont en atelier sur l'étude prospective de la Côte d'Ivoire 2040. Tout cela pour l'émergence de notre pays, à l'horizon 2020. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce dernier journal. Le président de la République, Alassane Ouattara, plaide pour l'entrée de l'Afrique dans le groupe des membres permanents du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Le chef de l'État estime que le continent noir doit prendre part à la prise des décisions le concernant pour avoir réalisé des progrès ces dernières années, notamment dans le secteur de l'économie. C'était lors de son installation en qualité de membre de l'Académie des sciences d'Outre-mer. Le président Alassane Ouattara, dans son discours d'investiture à l'Académie des sciences d'Outre-mer le 4 novembre dernier, a une fois encore plaidé pour que l'Afrique soit représentée de façon significative dans les plus hautes instances internationales, notamment à l'ONU, afin que la voix du continent puisse se faire entendre dans la résolution des conflits. La communication de l'académicien Alassane Ouattara a justement porté sur l'Afrique dans le monde de demain, atouts et défis. Et l'un de ces défis réside dans cette exigence. Le prochain sommet de l'Élysée sur la paix et la sécurité, les 6 et 7 décembre 2013 à Paris, permettra aux pays africains de développer leurs voies et moyens pour prévenir ce type de crise qui fragilise nos États. L'Afrique aspire désormais à être assise autour de la table quand se prennent les décisions la concernant. À cet égard, la réforme de la gouvernance mondiale, inévitable au regard de l'évolution du monde, ne sera crédible que si l'Afrique y tient une place de choix. L'Afrique doit pour cela faire son entrée dans la catégorie des membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies et cesser ainsi d'être absente dans cette haute catégorie de l'instance mondiale chargée de la paix et de la sécurité internationale, alors que la plupart des conflits se déroulent en Afrique. Kofi Annan, ancien secrétaire général de l'ONU et président de Elders, l'un des invités de marque de cette cérémonie solennelle marquant l'entrée du président de la République en tant que membre associé de cette société savante, abonde dans le même sens. Il affirme partager cette noble ambition du président ivoirien. Quand j'étais secrétaire général, j'avais fait une proposition qui parlait de sièges permanents pour l'Afrique. Nous sommes 54 pays. Le moment est venu pour que l'Afrique aussi a un siège permanent. Pas seulement l'Afrique, mais l'Amérique latine et l'Asie aussi. Donc il faut réformer le Conseil de sécurité. L'ancien secrétaire général des Nations Unies et le président Alassane Ouattara ont une vision commune du rôle que devrait jouer une Afrique émergente dans le concert des nations. Et nul doute que ces deux personnalités pourront compter sur l'influence des académiciens sur la scène internationale pour faire aboutir cette cause légitime, celle de porter toujours plus haut la voix du continent. Un mot de santé à présent. Le tout premier séminaire national des pharmaciens de Côte d'Ivoire aura lieu les 7 et 8 novembre prochains. Une occasion pour l'Ordre des pharmaciens de présenter aux autorités administratives, politiques et législatives les dispositions à mettre en œuvre pour optimiser les activités du secteur en Côte d'Ivoire. Un geste simple, s'arrêter à une pharmacie pour régler une ordonnance ou s'y faire conseiller sur un problème de santé. Le pharmacien est aujourd'hui un partenaire indispensable de la santé. La Côte d'Ivoire en compte près de 1250. Ce jeudi, ils se sont retrouvés au Golf Hotel à Abidjan
pour leur premier séminaire. Thème choisi, enjeux de la profession pharmaceutique, réalité et perspectives. Tous ceux qui s'improvisent pharmaciens tuent notre population. Les médicaments qu'ils vendent sont des faux dans leur composition ou sont devenus de faux dans leur conservation et dans tous les cas, faux dans leur dispensation. C'est l'agréable occasion que le premier séminaire de la profession pharmaceutique de Côte d'Ivoire nous offre pour apprécier sans complaisance le chemin parcouru, faire des options stratégiques, des voies et moyens à utiliser en vue d'être davantage proches des populations et plus efficaces dans la réponse que nous apportons à la satisfaction de leurs besoins de santé. Le secteur pharmaceutique ivoirien est parmi les plus dynamiques de la sous-région ouest-africaine. Il reste toutefois tributaire des importations et ne parvient pas à satisfaire les besoins de la population. Autre mal, celui de la contrefaçon. Environ 25% du chiffre d'affaires de l'activité pharmaceutique se trouve aux mains de structures parallèles frauduleuses. Le gouvernement conçoit que le secteur pharmaceutique est non seulement un pilier incontournable du système de santé, mais également un important acteur de l'économie nationale. C'est pourquoi le gouvernement s'engage, en liaison avec l'Ordre national des pharmaciens, à ne ménager aucun effort pour favoriser l'émergence d'une industrie pharmaceutique nationale plus forte. De ce fait, l'État est favorable à l'examen et à l'octroi de facilités supplémentaires pour la promotion de l'industrie pharmaceutique en Côte d'Ivoire, couvrir les besoins nationaux et régionaux. Développement de médicaments génériques, accès des populations à des médicaments à moindre coût, législation du secteur pharmaceutique, autant de thèmes qui seront visités durant ce séminaire. La population, elle, reste en attente de retombées concrètes. Reportage signé Alexis Ouedraogo. Ouverture hier mercredi des deuxièmes journées Cœur et Urgence. 4 jours meublés de conférences et de débats à travers lesquels les cardiologues ivoiriens et français vont partager leurs connaissances et expériences. Thème choisi cette année, urgence cardiovasculaire dans le péripartum. L'Organisation mondiale de la santé estime à 17,3 millions le nombre de décès imputables aux maladies cardiovasculaires, soit 30% de la mortalité mondiale. En Afrique de l'Ouest et en Côte d'Ivoire, le phénomène gagne du terrain. Les maladies cardiovasculaires sont devenues un des problèmes de santé les plus importants en Afrique subsaharienne. Pour la plupart de mes compatriotes médecins, l'Afrique souffre essentiellement des maladies infectieuses. Ce n'est plus tout à fait vrai. Conscients de la progression des pathologies du cœur et des vaisseaux sanguins, les cardiologues ivoiriens et français se réunissent à Abidjan dans le cadre des journées Cœur et Urgence. Ces praticiens viennent partager leurs expériences, renforcer leurs capacités et établir une collaboration pour optimiser la qualité du traitement des patients. Nous essayons de mettre des passerelles entre différentes spécialités, la cardiologie, mais également le péripartum, un panel de praticiens beaucoup plus important pour pouvoir échanger de manière plus efficace, bien entendu toujours dans l'intérêt de nos populations. Aujourd'hui, nous avons eu la chance de bénéficier de la présence de partenaires venant de France. Et cela va nous permettre, bien entendu, de partager nos expériences et d'améliorer la qualité de nos prestations. Durant 4 jours, ces experts vont se pencher sur la question de l'urgence cardiovasculaire dans le péripartum. Le péripartum, c'est tout ce qui entoure la grossesse. Et pendant la période de grossesse et après la grossesse, les 3 à 6 premiers mois. Parce que sur le plan physiologique, il y a des modifications. Parce que la femme qui tombe enceinte va nourrir un fœtus. Donc, il va y avoir des dispositions particulières que l'organisme va prendre pour que son cœur s'adapte. Les journées Cœur et Urgence sont à leur 2e édition. C'est une initiative de l'association Avenir et Coopération. C'est un reportage de Guy-Roger Nguessan commenté par Fatou Fofana. C'est aujourd'hui, jeudi 7 novembre, que s'est ouvert l'atelier du Bureau national de la prospective et de la veille stratégique. Une rencontre des experts nationaux du ministère d'État du Plan et du Développement pour élaborer la 4e étude nationale prospective dénommée Côte d'Ivoire 2040. Les détails avec Juliette Ouéa. Quelle Côte d'Ivoire à l'horizon 2040?
Quelle planification à long terme pour anticiper les éventuels changements futurs du pays? Des questions au centre de la 4e étude nationale prospective Côte d'Ivoire 2040, coordonnée par le Bureau national de la prospective et de la veille stratégique. Il s'agit pour les experts du ministère d'État, ministère du Plan et du Développement, de réfléchir sur les contraintes qui empêchent le pays d'exploiter de façon optimale ses potentialités. Et pour cela, il faut nécessairement prendre en compte les aspirations des populations, notamment en termes de gouvernance économique, de démocratie et de développement durable. Nous pensons que la Côte d'Ivoire, qui veut être un pays émergent à l'horizon 2020, doit être un État stratège, c'est-à-dire un État qui réfléchit sur le long terme. Et donc c'est la raison pour laquelle nous ambitionnons de renforcer la chaîne de planification, prospective, planification, programmation, budgétisation, suivi et évaluation. L'étude n'est pas encore achevée. Nous sommes à la phase de la construction des scénarios. Après ça, il va y avoir donc la formulation de la vision, c'est-à-dire ce que les gens veulent. Et puis, troisièmement, ce qui reste à faire, c'est la définition des stratégies pour que les images désirées se produisent et pour éviter les images non souhaitées. Les travaux de l'étude nationale prospective Côte d'Ivoire 2040 sont appuyés par le Programme des Nations Unies pour le développement. Les conclusions de la 4e étude nationale prospective sont attendues en juin 2014. Elles vont permettre l'élaboration du Plan national de développement 2016-2020. Économie, toujours, en mine et énergie, le ministre équato-guinéen en visite à la Petrosi. Aujourd'hui, pas aujourd'hui, avec le ministre ivoirien des mines, du pétrole et de l'énergie. Deux ambassadrices vont travailler en collaboration avec le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME. Avec elles, plusieurs lauréats issus des PME et du secteur de l'artisanat. Je fais le boubou, je fais toile des lampes, je fais toile sur le mur, je fais les abazous aussi, je fais pain de traditionnel. Je suis très artisan, je connais mon travail, je sais ce que je peux faire. Il n'y a pas gomme, il n'y a pas crayon, je travaille à main levée. Les grandes entreprises lauréates contribuent au développement des PME en Côte d'Ivoire et le ministère a voulu les honorer. Le jury, dirigé par la directrice générale de l'artisanat, de la compétitivité et du développement des PME, Mme Doucouré Aïssata, a appliqué des critères. Entre autres, le genre, la jeunesse et la mobilisation. Prix d'excellence, d'encouragement et d'honneur décerné. Un motif de satisfaction pour le représentant du ministre Jean-Louis Billon. Grâce à la dextérité, à la volonté de réussir du comité d'organisation, on a pu, avec les moyens dont nous disposions, organiser ces journées avec la participation de 150 opérateurs, PME et artisans. La 3e édition des journées promotionnelles des PME et de l'artisanat, c'est la présentation du plan stratégique du ministre Billon, les panels et les échanges sur des sujets, notamment ceux qui fâchent. Comme veut, les participants demandent au gouvernement de faire des PME et de l'artisanat une priorité afin de professionnaliser le secteur. Vous avez pu le constater, ce reportage parlait de l'insufflation donc d'une nouvelle dynamique au développement local. C'était l'objectif de la 4e Assemblée générale de la collectivité avec Victorien Angoua. Le modèle ivoirien dans la production et la commercialisation du gaz donc, qui a été une source d'inspiration pour la Guinée équatoriale, vous sera proposé dans nos prochaines éditions. La 2e foire des produits ghanéens en Côte d'Ivoire, c'est pour bientôt. Du 18 au 26 novembre prochain, pendant une semaine, une quarantaine d'entreprises ghanéennes viendront exposer à Abidjan. L'annonce a été faite cette semaine par l'ambassade du Ghana en Côte d'Ivoire. 98 millions de dollars US, soit environ 50 milliards de francs CFA. Voilà la valeur des exportations non traditionnelles du Ghana en Côte d'Ivoire pour l'année 2012. Le signe que les relations commerciales entre les deux pays se portent bien. Bonne nouvelle donc, mais les autorités ne comptent pas s'en contenter. Elles envisagent renforcer davantage ces liens économiques et politiques. Le gouvernement ghanéen, par le biais de son ministère du Commerce et de l'Industrie, organise une exposition de produits ghanéens en Côte d'Ivoire, la 2e du genre. Il existe des liens naturels, culturels et historiques de parenté et d'amitié qui existent entre les peuples de Côte d'Ivoire
et ceux du Ghana. Nous nous efforçons de faire de l'exposition solo de produits fabriqués au Ghana un événement annuel. Et cela a pour objectif de servir de plateforme appropriée pour accroître les contacts et améliorer la coopération entre les opérateurs économiques des deux pays. Cette année, 40 entreprises et industriels ghanéens sont attendus pour exposer. Ils représentent plusieurs secteurs, notamment les produits ménagers et industriels en plastique, les équipements lourds de construction, le matériel pédagogique et les produits de l'artisanat. Cette deuxième édition donc de la foire des produits ghanéens est prévue dans 2 semaines, du 18 au 26 novembre prochain, à la Kestab, au Plateau. C'est aujourd'hui, jeudi 7 novembre, que c'est ouvert. 46 bacheliers sont orientés depuis ce jeudi donc dans les grandes écoles privées de Côte d'Ivoire. 150 établissements privés vont donc accueillir ces orientés de l'État pour l'année académique 2013-2014. Ami Koulibaly Kanga. Les bacheliers qui attendaient d'être orientés sont maintenant fixés sur leur lieu d'affectation. Ce sont 46 394 bacheliers qui sont orientés dans 150 établissements privés de Côte d'Ivoire. Agents et responsables de la direction de l'orientation et des examens d'Orex ont travaillé près d'une semaine sur leur dossier. Ces bacheliers devront se rendre sur les sites de la Dorex, à savoir www.dorexsi.net, www.dorex.edu.ci pour avoir leur résultats d'affectation dans les 150 établissements. Ces orientés pourront débuter les cours d'ici à fin novembre après s'être acquittés des frais d'inscription. Nous leur donnons exactement 1 mois pour achever les formalités d'inscription dans leurs établissements respectifs afin de commencer au mieux les cours. L'orientation dont nous parlons est une prise en charge totale de la part de l'État, mais en ce qui concerne le coût de formation et non les droits d'inscription. Les frais liés aux inscriptions sont à la charge de l'étudiant, quelle que soit la somme. Sur plus de 65 000 bacheliers session 2013, 15 888 sont orientés dans les 5 universités publiques, 766 à l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, auxquels s'ajoutent 46 394 qui viennent d'être orientés dans les grandes écoles privées. La 4e Assemblée générale des collectivités territoriales de l'UEMOA vient de s'achever. Les travaux ont eu lieu à Cotonou. Ils ont commencé le 28 octobre dernier. Mamadou Kouassi nous en parle. Prise de disposition au niveau des États membres de l'UEMOA pour faire progresser la marche vers l'approfondissement de l'intégration économique et monétaire afin de satisfaire les aspirations des peuples. Implication du Conseil des collectivités territoriales dans les travaux du Haut Comité ad hoc sur le financement des économies des États membres de l'UEMOA, mise en œuvre des projets intégrateurs. Ce sont autant de recommandations faites par les élus locaux au cours de la 4e Assemblée générale du Conseil des collectivités territoriales de l'espace UEMOA. Quand il y a un conflit, c'est sur nos territoires que les dégâts se commettent. Donc nous voulons non pas agir dans la gestion des conflits, mais nous voulons agir dans la prévention des conflits. À cela s'ajoutent des projets qui doivent contribuer au développement local dans l'espace communautaire. Il y a un projet d'appui au tissage traditionnel. C'est-à-dire que dans chaque État, on va encourager, on va promouvoir le tissage traditionnel. La deuxième recommandation importante, c'est l'aide à apporter aux jeunes mécaniciens, moto et auto, pour que ces jeunes mécaniciens ne soient pas seulement dans la rue avec des instruments qui datent d'un autre siècle, mais qui puissent avoir les moyens de faire un diagnostic, avoir les outils, la logistique nécessaire pour pouvoir exercer leur métier dans des conditions qui soient convenables. La 4e Assemblée générale du Conseil des collectivités territoriales a permis la mise sur pied du réseau de journalistes pour la promotion de la décentralisation au sein de l'espace communautaire. Décembre 2013, les élus locaux finaliseront à Dakar le programme de coopération transfrontalière au niveau des collectivités territoriales de l'espace de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Les chefs religieux et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire s'impliquent fortement dans la lutte contre l'impunité et l'éducation aux droits humains. Ils sont en séminaire pour sortir des propositions. Guides religieux et chefs traditionnels, des personnalités qui ont beaucoup d'influence et de pouvoir sur les populations.
Ils sont très écoutés et très suivis. Ils peuvent et doivent même contribuer à cimenter la fracture sociale, à lutter contre les injustices, l'impunité et aussi contre les violations des droits humains. Ils constituent donc un maillon incontournable et essentiel de la chaîne pour faire de la Côte d'Ivoire un état de droit, de paix et de stabilité. En initiant ce séminaire, la coalition ivoirienne pour la Cour pénale internationale entend les former et leur inculquer une culture des droits humains afin qu'ils puissent être les relais auprès de leur population et les éduquer dans ce sens. Les chefs religieux, par exemple, ont l'opportunité de faire des sermons, de pouvoir avoir, soit les vendredis ou les dimanches, de parler régulièrement à leur population fidèle, les fidèles qui sont dans les églises, dans les mosquées. Et les chefs traditionnels sont régulièrement en contact avec les populations. Et donc pour nous, une fois cette formation est finie, ces différentes cibles-là pourront démultiplier, pourront faire la promotion, la vulgarisation de ce qu'ils ont appris ici sur le plan local. Les guides religieux et les chefs traditionnels soulignent que ce séminaire arrive à point nommé. Selon eux, il vient renforcer leurs connaissances. Nous sommes là, une fois que nous aurons compris que c'est dans l'intérêt de tous, nous sommes prêts à la démultiplication. La lutte pour la cohésion sociale, nous le faisons au quotidien. Dans nos différentes localités, en tant que chef, nous réglons les conflits et tout ce qui s'ensuit. On ne peut pas finir d'apprendre la science. Donc chaque fois qu'il y a quelque chose qui doit nous agrandir en matière de connaissances, nous sautons dessus. Ce séminaire de formation des chefs traditionnels et guides religieux s'inscrit dans le programme de lutte contre l'impunité et l'éducation aux droits humains à travers la vulgarisation du statut de Rome portant création de la Cour pénale internationale. Inculquer aux élèves du secondaire les valeurs citoyennes et développer la culture du débat contradictoire dans le respect de la différence d'idées, c'est le défi que veut relever le Centre pour la promotion des droits de l'homme et du développement en Afrique. Pargasoro Koné était ce matin au lancement du projet Participation citoyenne, intégration communautaire et culture de paix. Son compte rendu. En Côte d'Ivoire, selon l'Institut national de la statistique, environ 60% de la population est jeune. 40% de cette jeunesse se retrouve dans les lycées et collèges. Fort de ce constat, le Centre pour la promotion des droits de l'homme et du développement en Afrique entend contribuer à l'émergence de l'école ivoirienne à travers le projet Participation citoyenne, intégration communautaire et culture de la paix. L'objectif est qu'à terme, les enfants puissent intégrer dans leur comportement des attitudes citoyennes, mais surtout revenir et surtout encourager la culture du débat contradictoire dans le respect de la différence, qu'elle soit culturelle, qu'elle soit identitaire, mais également qu'elle soit politique. Pour les élèves, ce projet est une opportunité pour avoir des rudiments en vue de régler les conflits qui naissent dans le milieu scolaire. On a tendance à avoir des petits conflits entre les élèves en classe, surtout à l'école, pour des histoires banales et tout. Donc, moi je pense que ça doit commencer d'abord par les élèves, pour une bonne entente et ensuite développer cette entente partout dans le monde. Le représentant du ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique adhère à ce projet. Il est question de s'aimer les germes de l'éducation à la citoyenneté et la culture de la paix dans l'esprit de l'enfant à l'état embryonnaire. On ne peut pas choisir une meilleure institution que l'école pour construire la paix dans le futur. En plus du ministère de l'Éducation nationale, plusieurs autres partenaires entendent apporter leur soutien à ce projet. La Côte d'Ivoire ambitionne d'être un modèle de développement durable, un objectif qui passe par la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Pour réussir ce pari, le ministère de l'Environnement a initié un atelier. Les détails avec Chris Paterna-Sémian et Franck Quadio. Selon le programme des Nations Unies pour le développement, depuis 1950, la population mondiale a été multipliée par 3, la consommation de viande par 5 et celle du papier par 6. Conséquence, la forêt se meurt. REDD+ est un mécanisme innovant qui va permettre aux pays forestiers en développement de bien gérer leurs forêts, de conserver leurs forêts, moyennant des crédits carbone. Dans le cadre de la mise en œuvre du mécanisme de réduction des émissions de gaz à effet de serre, le ministère de l'Environnement, à travers la coordination REDD+, étudie
l'élaboration d'une stratégie nationale en vue d'assurer une coordination de lutte contre les changements climatiques avec le soutien des partenaires au développement. À travers le contrat désendettement et développement, l'AFD apporte un appui de 10,8 milliards de francs CFA à la préservation des aires protégées et à la gestion durable des forêts. Plus particulièrement, à l'intérieur de ce financement, 2 milliards de francs CFA sont apportés pour financer la stratégie nationale RED+. Avec les pouvoirs publics, des hommes et des femmes s'invitent dans la lutte pour la sauvegarde de la forêt. Aujourd'hui, la forêt, nous l'avons pratiquement perdue et il faut la mettre en vie à nouveau pour qu'on puisse aller de l'avant. La validation du plan de préparation à la RED+, permettra à la Côte d'Ivoire d'aller en compétition avec 11 pays dans le monde pour l'obtention d'un financement de la Banque mondiale en décembre prochain à Genève. Le troisième pont Riviera-Marcory, l'échangeur du boulevard Valéry Giscard d'Estaing, l'autoroute Abidjan-Bassam, les grands chantiers d'Abidjan et de Grand Bassam visités par une délégation du Rassemblement des Républicains. 200 cadres et élus locaux du RDR sont descendus sur le terrain pour constater l'avancement des travaux. On reste avec Michel Digré qui nous fait le point de ces visites. Chantier du troisième pont à la Riviera Golfe. Des caissons de 1000 tonnes prêts à être posés sur les pieux en lagune le 18 novembre prochain. Dans quelques jours, les premières lignes de la silhouette du pont Riviera-Marcory seront perceptibles. La délégation des élus et cadres du Rassemblement des Républicains est émerveillée par l'ouvrage qui prend forme. Le travail que le président de la République est en train d'élaborer et ce qu'il a promis est en train d'être fait. J'avoue que c'est génial. Les Ivoiriens n'auront que leurs yeux pour voir et un grand sourire. C'est des choses certes à long terme, mais c'est ce qui sera l'image du pays après. Donc je pense que c'est une vision politique de grande portée et c'est vraiment une fierté pour nous en tant qu'Ivoiriens. De l'autre côté de la lagune à Marcory, les travaux de l'échangeur sont passés à la vitesse supérieure et témoignent que le bout du tunnel pour les usagers n'est plus loin. Le VGE et le troisième pont doivent être livrés au plus tard le même jour, au 22 décembre 2014. Donc vous avez différents niveaux et cet ouvrage vous permet de capter le trafic. Vous irez dans tous les centres de circulation, de Marcory à Prima, de Marcory vers l'aéroport, de Marcory vers le plateau et vice-versa. L'autre symbole de la Côte d'Ivoire en chantier, c'est l'autoroute Abidjan-Bassam. La piste de 17 km fera place d'ici au premier trimestre de 2015 à un bitume de 2 fois 3 voies séparé par un terre-plein central de 7 mètres. Tout ce que nous venons de voir, notre rôle aujourd'hui, c'est vraiment de communiquer ça aux autres citoyens pour que toute la Côte d'Ivoire sache que le pays est vraiment en chantier. Notre volonté, en effectuant ces visites, c'est de dire à la Côte d'Ivoire que le pays avance, que les grands chantiers avancent. C'est de dire à la Côte d'Ivoire et aux Ivoiriens que le chef de l'État est au travail. L'engagement qu'il a pris de faire de notre pays un pays modèle, un pays moderne, à l'horizon des années 2020, cet engagement sera tenu. Les entreprises qui exécutent les travaux ont rassuré la délégation du RDR. Tous les ouvrages seront livrés dans les délais indiqués. On le sait, le président de la République, Alassane Ouattara, effectuera une visite d'État dans la région du Bouéké et du Bélier du 25 novembre au 1er décembre prochain. Et Didier Vie, département de la région du Bélier, figure bien sur l'agenda de cette visite d'État. Une localité qui souffre du manque d'infrastructures routières. C'est en tout cas ce que nous disent les populations et leur souhait, le désenclavement de leur département. Léon Brou. Gare de train de Boli, département de Didier Vie. Plus de commerçants à proximité. La raison, le train, leur seule attraction, ne fait plus d'escale depuis 4 ans. Les populations en font les frais et Madeleine, qui tirait son budget familial de cette gare, n'est pas en reste. Maintenant là, on ne gagne rien, on ne gagne pas l'argent. On fait manioc, ça aille au champ là-bas, on ne gagne pas quelqu'un, on paye manioc. Le train n'est qu'à arrêter, on va gagner l'argent. Pour voyager, on est obligé de prendre les voitures. Pour aller sur Amsoko bien, sur Demokro ou Boké. Bon, en tout cas, vraiment, ça ne nous arrange pas. C'est dur.
Réouverture de la gare de train, le vœu des populations de Boli est le même pour celle des 4 autres sous-préfectures, Didiévi, Tiendiekro, Rabia, Molonoublé. Il s'agit de redonner à ces infrastructures leur place de moteur du développement de Didiévi, un département toujours enclavé. On a des problèmes pour envoyer nos produits, soit à Demboko, soit à Abidjan pour vendre. La route elle est très mauvaise, donc ceux qui ont des véhicules refusent de venir acheter nos produits. On n'a aucune voie d'accès bitumée, au point où les professeurs, beaucoup de professeurs ne veulent pas venir dans le département parce que à la fin du mois, ils ont de la difficulté à se rendre en ville pour percevoir leur salaire. Autre difficulté commune aux 5 sous-préfectures du département, l'accès à l'eau potable, aux soins de santé, à l'électricité. Pour avoir de l'eau, c'est pas facile. Il faut te réveiller à 5 h du matin pour aller au Marigot. C'est l'électricité, la route qui sont nécessaires pour le développement. Si la route est bien, en tout cas les véhicules viendront. Cri de cœur ou plaidoyer, les populations de Didiévi attendent un coup d'accélérateur au développement. Le but, augmenter les infrastructures de base disponibles dans le département, 3 établissements secondaires, environ 50 centres de santé, moins de 70 villages électrifiés sur 144. Et le messie pour ces populations, c'est le président de la République Alassane Ouattara qu'elles attendent avec enthousiasme à Didiévi le 29 novembre 2013. Une page culture pour refermer ce journal. La dernière édition du Chandelier d'Or a été consacrée aux femmes. Elles ont été célébrées et 3 d'entre elles ont reçu des distinctions pour leur action dans la promotion du genre, la promotion du vivrier et l'innovation technologique dans l'enseignement. D'où le thème cette année, l'excellence et le mérite du travail de la femme dans la société. Patricia Omo. Soirée de distinction de hautes personnalités du pays. 3 prix essentiels décernés à des femmes de la société civile qui mettent en relief le culte de l'excellence. Le prix de la meilleure promotion du genre revient à Yao Kwasi Euphrasie. Le prix de la meilleure promotion du vivrier est décerné à Ilie Lucolette. Et le prix de la meilleure innovation technologique est attribué à Fiossi Nadine. Le porte-parole des lauréats exprime joie et reconnaissance. Chaque fois que je reçois une distinction, je me dis c'est la main de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont excellentes. Mais de primer au niveau international, au niveau de la société civile, au niveau de l'État à un plus haut niveau. Et aujourd'hui, au niveau des enfants de Dieu, je dis que je rends toute la gloire à Dieu. Paris gagné pour le président du Chandelier d'Or. Il rend hommage à la femme au cours de cette 15e édition. Dieu nous utilise pour montrer ces femmes comme des exemples à suivre pour que l'amour triomphe dans notre pays. Voilà pourquoi cette année, le Chandelier d'Or a mis l'accent sur l'excellence et le mérite du travail de la femme dans la société. Reconnaître la valeur de la femme, le parrain de la cérémonie le dit à haute voix à travers ce chant religieux qui rend grâce au Tout-Puissant. Il s'agit de récompenser des gens qui ont du mérite et ensuite c'est aussi encourager une œuvre de l'Éternel parce que Chandelier d'Or est aussi une manière de célébrer l'Éternel notre Dieu. Proclamer l'évangile à travers la musique est l'objectif premier du Chandelier d'Or. Le chanteur ivoirien Otis Ndi remporte le meilleur album chrétien de l'année 2013 du Chandelier d'Or. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nos programmes se poursuivent sur RTI 1.